Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième séance, ce deuxième web séminaire et séminaire présentiel consacré à l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé. Ce soir, on va plus particulièrement s'intéresser à la santé à domicile, avec une question que l'on va poser à nos invités, qui est comment le numérique réinvente-t-il ou peut-il réinventer notre quotidien ? La santé préventive, la santé prédictive, la santé personnalisée sont désormais au centre des préoccupations d'un système de santé, d'un système de soins qui a d'abord été construit autour de la prise en charge des maladies. Mais quand notre état de santé faillit, c'est trop tard. La captation des données tout au long de notre vie quotidienne fait l'objet de toutes les attentions des industriels. Vous allez en prendre connaissance de certaines avancées, des financeurs qui, j'espère, nous écoutent, des politiques tout autant que des citoyens et des professionnels de santé, respectivement sujets et décideurs au sein du système de soins. Le domicile, le travail, les trajets, les loisirs sont autant de situations que des capteurs peuvent désormais outiller, produire de la traçabilité, alimenter une intelligence capable de produire une alerte pertinente pour orienter nos comportements, nos actions et faciliter la décision. Après avoir investi lors du séminaire précédent le champ de l'usage recherche des algorithmes d'intelligence artificielle, nous nous focaliserons ce soir sur la nécessaire convergence, je vais la qualifier de systémique, des objets et des capteurs connectés au service de notre santé au quotidien. Qu'il s'agisse des soins ou de la santé à domicile, que peut-on attendre de ces instruments aujourd'hui ? Que peut-on imaginer pour demain ? Quels impacts pour nous, nos proches, notre territoire, notre société ? Je vais passer la parole à Inès Galtier-Doriac, qui m'a aidé à organiser ces sessions. Bonsoir à tous, merci Pascal pour cette introduction. Donc, comme nous l'avions dit dans la conférence précédente, les outils de l'IA sont basés sur la collecte de données et doivent continuellement confronter sur le terrain pour améliorer leur performance et leur efficacité. Et quoi de mieux que le à domicile pour augmenter la fréquence d'entraînement ? Cela pour ensuite engendrer une évolution des habitudes des personnels de santé face à la standardisation des données collectées et la convergence des systèmes d'information. On pourra alors avoir l'apparition de modèles de référence par pathologie. Grâce aux industriels, comme nos invités ce soir, les utilisateurs pourront alors apprendre plus facilement à comprendre ces données et même, dans d'autres applications, enregistrer ces données réutilisables et donc recyclables pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Ce qui permettra enfin une médecine de précision guidée par l'intelligence artificielle. Nos intervenants vont illustrer l'importance du suivi médical préventif et la question du maintien à domicile, que ça soit via la surveillance du mouvement ou alors par l'automédication, comme on le verra dans la conférence future. Certaines populations sont plus à risque que d'autres, comme vous le dira James Nicolai. Quand on pense qu'en 2050, le monde recensera 2 milliards de personnes âgées de 60 ans et plus, soit 2 fois plus qu'en 2020, selon l'OMS, il va falloir nous adapter, et ce soir nos intervenants vont illustrer l'importance de l'intelligence artificielle dans la santé à domicile et leurs solutions à cette problématique grandissante. Alors notre premier intervenant, le Dr Sla Haridi, est titulaire d'un doctorat en traitement des signaux pour la communication sans fil de l'Institut national de recherche scientifique de Montréal et d'un executive MBA en intelligence stratégique économique de l'École de guerre économique de Paris. C'est un architecte du système qui a décidé de mettre sa longue expérience de l'ingénierie du traitement du signal au service de la santé. Sensoria Analytics est le fruit de son engagement personnel pour le dépistage précoce des pathologies cardiovasculaires, de son expérience d'ingénieur dans le traitement du signal et l'intelligence artificielle, et de celle de la coordination de programmes complexes au Canada, aux États-Unis et en Europe. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour cette invitation ce soir. Je suis Sla Haridi, je suis le fondateur de Sensoria Analytics, c'est une petite start-up à Sofia qui a été créée il y a 4 ans pour développer des solutions innovantes dans le domaine de la e-santé. Donc on développe des algorithmes avancés et spécialisés dans le traitement de biosignaux et surtout on utilise l'intelligence artificielle pour extraire
et enrichir les informations physiologiques à partir d'un petit dispositif médical comme celui-là, le petit oxymètre qui est devenu maintenant très répandu pendant ces temps des pandémies. Puis, on crée des solutions numériques innovantes qui sont validées scientifiquement et cliniquement aussi, qui fournissent une évaluation du risque de la santé cardio-respiratoire de l'individu. Donc, notre objectif vraiment principal est d'améliorer la prévention, la détection et le dépistage des risques cardio-respiratoires. Ceci, il part d'un problème qui est basé sur les maladies cardiovasculaires. Donc l'OMS, d'après l'OMS, la maladie cardiovasculaire tue à peu près une personne sur 3 dans ce monde. En France, on est vraiment choyé parce que ce taux-là, il est descendu jusqu'à 24% ces temps-ci. Par contre, en Europe, il est très élevé, il est autour de 45%. De ces décès, il y a 50% des gens, ils n'ont pas de symptômes antérieurs. 27% n'ont même pas les mêmes facteurs de risque standards, c'est-à-dire la tension artérielle élevée ou l'hypercholestérémie, et ils font même de l'exercice, ils sont jeunes et pourtant ils sont affectés. Donc les maladies, lorsqu'elles sont détectées très tôt, donc on peut éviter 80% de ces problèmes cardiaques. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies qui sont quand même assez réversibles à cause de l'avancée de la médecine cardiovasculaire. C'est une maladie qui coûte assez cher pour la société. C'est à peu près évalué à $1 trilliard dans le monde et à peu près autour de 200 milliards en Europe. C'est juste pour illustrer un tout petit peu la réalité versus la conscience de la maladie. Là, c'est une infographie super intéressante qui vient de Our World in Data. Elle montre les causes des décès aux États-Unis. Comme vous voyez actuellement, on a à peu près 30% des gens aux États-Unis meurent de maladies cardiovasculaires versus 29% de cancer. Par contre, à côté, vous voyez, il y a la recherche Google des mots-clés qui reflète sur les 10 dernières années la recherche des gens à propos de cette maladie-là. C'est-à-dire, c'est une réflexion de la conscience, de la prise de conscience de la maladie. Vous voyez, les maladies cardiovasculaires, les gens cherchent à peu près 2,3% versus 35% pour le cancer. Pourquoi? C'est humain, parce que le cancer, on voit la personne s'affaiblir de jour en jour, on voit perdre du poids, perdre ses cheveux, donc on est quelque part un peu angoissé, on va aller chercher encore plus. Par contre, c'est très rare vraiment d'entendre même des gens que vous connaissez qui ont des hypertensions, ils ne vont pas vous le dire, quoi. De temps en temps, vous entendez quelqu'un qui a eu une crise cardiaque et voilà, et après ça passe. Donc la prise de conscience, elle est incroyablement hyper importante. Elle est reflétée aussi au niveau des médias. Vous voyez les médias aussi aux États-Unis ou en Europe aussi, ils reflètent pratiquement les mêmes pourcentages. Donc grosso modo, à cause de la maladie, elle est vraiment très silencieuse. Donc on s'est dit, pourquoi pas utiliser la technologie pour essayer d'alerter encore plus. On est toujours attaché à ce téléphone. Le téléphone représente à peu près un méga ordinateur dans nos poches. Il est sous-utilisé à 95%, juste pour regarder des vidéos, regarder les nouvelles et tout ça. Mais finalement, il a un pouvoir de calcul énorme qui pourrait nous aider à interpréter certains signes vitaux pour pouvoir avoir plus d'informations sur notre état, quoi. Donc, on a créé CardioSenstis. CardioSenstis, c'est une application qui est couplée à un oxymètre. Cette fois, c'est un oxymètre filaire qu'on utilise beaucoup dans le domaine du médical. On travaille beaucoup avec ceux qui offrent des solutions de cabines de téléconsultation pour remplacer leur oxymètre par le nôtre, et qui utilisent les derniers développements en matière d'intelligence artificielle et traitement de signal. Donc, comme vous voyez, il y a un oxymètre, donc on récupère la saturation en oxygène qui est déjà fournie par l'appareil médical, mais en même temps, on utilise l'intelligence artificielle pour extraire des indices de tension artérielle, les indices, par exemple, de circulation sanguine, pour voir du côté on vous a mesuré si la circulation se passe très bien ou pas, s'il y a beaucoup d'athérome ou pas. La rigidité artérielle, elle est très, très, très importante dans le sens, c'est le reflet de notre stress quotidien. Donc, c'est là, c'est notre indice aussi pour voir si le stress, le bon stress devient du mauvais stress.
finalement, c'est vraiment un indice hyper important. Et les précurseurs aussi, parce que ça induit aussi une grande hypertension. La fréquence cardiaque, elle est primordiale parce que la fréquence cardiaque instantanée, elle est très très critique dans le sens où elle nous permet aussi d'extraire la fréquence respiratoire, qu'on la couple aussi avec l'oxygène pour trouver l'état respiratoire. On utilise aussi la variabilité cardiaque pour aussi déterminer si quelqu'un il a une irrégularité cardiaque ou pas. Donc voici un petit cas. Ça, c'est un cas assez intéressant, un cas Covid. Une infirmière de 72 ans qui s'occupe des personnes âgées qui a attrapé le Covid. Et dans ce cas-là, c'est super intéressant dans le sens, on regarde le signal cardiaque, il est complètement chaotique, difficile à acquérir. La raison possible, probablement une mauvaise circulation sanguine due à des microcailloux. Donc le signal, il n'est pas vraiment, il est très très lent. Ce qu'on voit là, c'est que la fréquence cardiaque, elle est élevée, elle approche la tachycardie, et la saturation de l'oxygène, elle est incroyablement faible. Donc, en fin de compte, c'est son mari qui a pris notre outil pour la mesurer parce qu'elle a remarqué qu'elle n'arrivait pas à finir ses phrases. Donc, lorsqu'il a mesuré, il a trouvé qu'elle avait un oxygène de l'ordre de 53%. Donc, il a appelé le SAMU, ils sont venus la mesurer aussi, c'était 50%, ils l'ont emmenée tout de suite, elle est partie directement pour 13 jours sous respirateur. Donc, le Covid, il crée une hypoxie silencieuse. C'est pour ça que c'est super important d'avoir un oxymètre à la maison, beaucoup mieux que d'avoir, par exemple, un thermomètre, parce que maintenant, en touchant, on peut même obtenir des informations plus précises. Là, c'est son mari à peu près 3 jours plus tard. Lui, par contre, il a développé ce qu'on appelle, il a développé une arythmie. Comme vous voyez là, tous les indicateurs sont pratiquement dans le rouge. Il a une respiration à peu près 3 fois plus que la normale, une oxygénation à peu près de 91%, que les battements, comme vous voyez, les battements cardiaques ne sont plus à l'intérieur du cercle, qui reflète qu'il y a une variabilité normale, instantanée, mais c'est plutôt à l'extérieur, ils ne veulent plus rentrer. Donc c'est une arythmie qui a été causée par le Covid. Et comme vous voyez en bas, ça c'est l'état respiratoire. Il est complètement high risk dans la zone rouge qui incite vraiment à aller voir directement l'urgence. Donc comme vous voyez maintenant, regardez le signe cardiaque comment dire, il évolue dans le jaune et dans le rouge. Ici l'oxygénation, la plupart du temps, elle est dans le rouge. Et ici, l'élasticité artérielle aussi, la circulation ne se passe pas vraiment très bien. Par contre, la rigidité et la tension artérielle, elle est normale pour lui. Pourtant, c'est un monsieur que je suis pour une hypertension aiguë et pour une rigidité artérielle aiguë. Là, il a une potentielle irrégularité. Donc finalement, après cette mesure-là, il a juste appelé le SAMU, ils sont venus, ils l'ont surveillé parce qu'elle était autour 91-93, ils l'ont surveillé pendant 2 heures et après, lorsque l'oxygénation est remontée à 94, ils sont partis. Donc, personnellement, une semaine plus tard, j'ai eu le Covid aussi, c'est mon vécu. Par contre, CardioSense, je l'ai utilisé tous les jours et ça m'a aidé énormément à gérer la situation avec des données objectives. Le deuxième point, c'était d'identifier exactement le moment propice pour aller visiter les urgences, parce qu'à cette époque-là, il y avait une saturation des hôpitaux. Par contre, il y a un autre point hyper important que j'étais étonné que ça arrive, c'est d'atténuer l'anxiété chez les membres de la famille. J'ai 3 enfants, ils sont à bas âge, ils étaient incroyablement hyper inquiétés de voir leur père complètement dans sa coquille, n'arrive pas à respirer. Et finalement, ma femme, elle a pris l'oxymètre, elle les a mesurés, elle a remontré que voilà, papa maintenant il est dans le jaune, on lui donne du doliprane pour baisser la fièvre. Lorsqu'il va être dans le rouge, on va appeler le médecin et l'ambulance va l'emmener à l'urgence et après il va revenir et tout est parfait. Donc ils avaient conscience qu'il y avait un plan et que le plan il suit des informations objectives qu'on mesure. Même mon gamin de 5 ans, chaque jour il vient me voir avec le petit oxymètre pour me dire papa je vais te mesurer quoi. Donc c'est devenu comme un jeu intéressant pour lui. Donc, chaque famille doit vraiment avoir un oxymètre à la maison. Ça devient vraiment super important en ce temps de Covid. Donc, c'est pour cela qu'on a créé une version Bluetooth pour Monsieur Tout le Monde. C'est-à-dire, au lieu d'acheter, c'est médical, au
lieu d'acheter un simple ordinaire à la pharmacie, vous pouvez prendre celui-là. Vous allez avoir une application qui va être connectée à ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont vraiment présentent des troubles pathologiques qui ont une base vraiment la dysautonomie. La dysautonomie, c'est des dérèglements du système nerveux autonome qui est vraiment causé spécialement par le Covid long, mais ça peut être aussi causé par le stress de tous les jours, quoi. Donc, le cœur, il porte en lui ces signes de ces troubles, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que de détecter ces signes de troubles-là à travers le signal cardiaque qu'on capte avec l'oxymètre. Et on l'a fait d'une façon vraiment très ludique, très simple, objective, portable et fiable. Et on le fait quand on le désire. Voilà, on se réveille le matin, on peut prendre des mesures. Actuellement, on travaille avec des athlètes. Ces athlètes-là, ils sont en train de s'entraîner pour Paris 2024 et tout simplement, ils prennent 2 minutes de mesure chaque matin dès qu'ils se réveillent pour qu'on puisse après leur dire si ils sont, par exemple, prêts à aller continuer à s'entraîner ou de prendre la journée tranquille. Donc on s'est dit, nous, si on fait ça pour les athlètes, pourquoi pas on ne fait pas aussi pour monsieur tout le monde? Parce qu'on peut se réveiller le matin un jour et on est très fatigué, on n'arrive pas à joindre les bouts. Donc en fin de compte, on peut prendre la journée un petit peu tranquille, un petit peu plus philosophique, aller voir des amis, aller faire des activités qui nous font plaisir, qu'on n'arrive pas à faire tous les jours, quoi. Donc voilà, ça va être votre petit compagnon de bien-être. Donc l'application, elle est très simple, on espère qu'elle va être prête pour le World AI à Cannes le mois prochain. Donc on a décidé, au fait, d'avoir un compte par oxymètre. Et étant donné que c'est destiné à la famille, on va pouvoir avoir aussi 5 profils par compte. Donc le petit oxymètre va servir à madame, à monsieur, aux enfants, aux grands-parents aussi s'ils sont visités en visiteur. Là, on rentre les informations, par exemple si on est fumeur, si on est sportif, l'âge et tout ça, parce que c'est super important pour nos algorithmes. Après, bon, on donne aussi des informations de santé, des informations aussi sur, par exemple, la variabilité cardiaque, sur des choses super intéressantes. Après, on se connecte avec Bluetooth, ça prend, voilà, et ici, on mesure un petit peu, la configuration pour faire de la cohérence cardiaque pendant qu'on fasse la mesure. C'est super important parce qu'on veut que tout le monde soit sur le même piédestal lorsqu'on va faire la mesure pour pouvoir en mode vraiment comparatif. Le battement rouge, c'est votre battement immédiat et les battements blancs, c'est les battements des 20 dernières secondes. Donc après, on va fournir des informations, par exemple le rythme cardiaque instantané. L'amplitude, elle est très très importante parce que lorsqu'on respire, il faut qu'on respire avec une amplitude très profonde et on va vous donner un feedback en vous disant est-ce que vous avez bien respiré ou pas. Après, on va mesurer l'oxygénation, l'état de l'oxygénation pour vous dire bon, vous êtes dans la normale ou par exemple vous aviez une crise d'asthme qui se trame ou par exemple vous devez aller à l'urgence. Après aussi, on mesure le stress, on vous donne le stress ce moment, on vous donne aussi l'équilibre du système nerveux autonome à travers votre pouvoir de récupération et à travers aussi votre pouvoir d'accélération pour voir si vous êtes en équilibre ou pas. Donc voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Oui. Le micro, s'il vous plaît. Il est là. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question. J'aimerais savoir où est l'intelligence artificielle du coup dans votre solution. Ok, donc nous, on fournit à peu près plusieurs signes vitaux. L'intelligence artificielle, elle est lorsqu'on estime la tension artérielle, on est obligé vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle, de essayer de trouver l'aiguille dans la botte de foin. On utilise aussi pour les régularités cardiaques. Donc c'est ça les deux aspects vraiment sur lesquels on utilise l'intelligence artificielle. Autrement, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Et c'est surtout dans le domaine du signal, ce qu'on appelle time series, qui sont obtenus à travers les dispositifs médicaux. On utilise vraiment beaucoup de traitements de signal avancés. C'est des techniques qu'on utilise dans les télécoms depuis 30 ans qui a avancé
la technologie des télécoms jusqu'à date, et en le combinant avec l'intelligence artificielle, avec 6 outils en fin de compte qui nous aident à faire de l'analyse prédictive. Là, on arrive vraiment à des résultats hyper précis, par exemple comme la détection par exemple des irrégularités, on y a une précision de l'ordre de 93%, quoi, qui est vraiment super génial, parce qu'il y a des gens qui ont des irrégularités et ne le savent même pas, et juste mettre le doigt dans l'oxymètre, au bout de 30 secondes, on peut l'avoir avec une précision de 93%, c'est vraiment génial, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le micro est derrière, donc c'est enregistré pour... Oui, une question. Quelle est votre cible? Je comprends que vous dites qu'il faut pareil par famille, mais j'imagine que vous avez probablement des ambitions de travailler avec des entreprises, avec... Oui, on a 2 produits. On a le premier produit, c'est CardioSensis, qui est d'ordre médical. Celui-là, c'est pour les professionnels de santé. Pour le moment, on est en mode certification médicale, donc on ne peut pas le vendre directement aux professionnels de santé, mais on peut l'intégrer avec des fournisseurs de solutions de téléconsultation en attendant la certification. Donc ça, c'est vraiment notre core business, le B2B. Là, c'était juste basé sur notre expérience personnelle, et j'ai trouvé qu'il y a à peu près autour de moi, et quand même c'est des universitaires, c'est des intellectuels, et ils ne savent même pas c'est quoi un oxymètre. Et ça, tu dis, bon, il y a un petit souci. Alors, on est en période de pandémie, le seul truc que peut nous aider, c'est vraiment ça. Parce que c'est ça qui va nous dire si on a une hypoxie silencieuse ou pas. Vous voyez, c'est ça qui va nous dire, hey, c'est urgent, va aller tout de suite à l'urgence, au lieu de traîner, de dire, oui, c'est juste une fièvre, elle va passer, quoi. Donc, voilà, la fièvre, on peut en avoir tout le temps, mais une fois qu'on a une fièvre, il vaut mieux vraiment surveiller l'oxygénation. Et les organes, comme vous le savez, si ça manque d'oxygène, ça peut être assez endommagé au bout de quelques heures. Donc, c'est une urgence. Donc, voilà, je me suis dit, on a un moteur d'algorithme qui est utilisé dans le domaine médical, et pourquoi pas le prendre et le mettre dans la main de monsieur tout le monde. Mais cette fois, on va donner l'information d'une façon ludique, tout simplement, sans créer des hypochondriaques, quoi. Voilà, on va dire, je ne veux pas vous dire que vous avez des artères rigides. Tout le monde ils ont l'artère rigide pendant la journée parce qu'on est à fond, on est en train de faire quelque chose. Mais je veux dire tout simplement, en ce moment, le stress sur votre cœur, il est un peu notable. Il faut prendre action. Voilà, il faut agir. Et en ce moment, on pèse un petit peu sur le frein et on va faire autre chose pour changer les idées. Moi, personnellement, lorsque j'ai commencé à faire mes algorithmes, j'ai travaillé dans ma mezzanine. Vous voyez, ma rigidité artérielle, elle était toujours ouverte. Le jour où je prends à peu près 1 heure de voiture pour venir à Sofia et déposer mon fils au collège, j'arrive, ma rigidité artérielle est au rouge. Et là, la prise de conscience, elle va changer tout. Là, je m'arrête, je vais aller prendre un café, je vais essayer de parler avec d'autres collègues, je reviens et le tour est joué. Je me remesure et ça baisse. Donc, la prise de conscience, elle est énorme. Tout est dans notre tête. En fin de compte, il faut vraiment savoir ce qui se passe pour pouvoir agir. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est offrir aux gens, avec un outil simple, ordinaire qui existe déjà, c'est de rajouter de l'intelligence pour tout simplement créer cette prise de conscience. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça serait utile dans les EHPAD? Ce serait très utile dans les EHPAD dans le sens où est-ce qu'on va aider les seniors à respirer mieux. Parce que plus on vieillit, plus on respire mal. On respire très superficiellement et on respire très rapidement. Donc nous, avec nos algorithmes qui détectent vraiment c'est quoi le taux respiratoire, si c'est rapide ou pas, et on détecte l'amplitude, si c'est profond ou pas. Il y a des études qui démontrent si on respire, on fait des amplitudes pendant un cycle respiratoire moins que 10 battements par minute, on peut être sujet à de la tension artérielle. Si on est plus que 13, on est complètement exclu de la zone de tension artérielle. Donc, ça veut dire, lorsqu'on prend des profondes respirations, on relâche les artères. Si on relâche les artères, le cœur n'a pas besoin de pomper du sang avec beaucoup plus de pression. Voilà. Donc, l'intérêt pour les seniors,
ce serait vraiment de les aider à faire de la cohérence cardiaque et de leur donner un biofeedback pour dire s'ils le font bien ou pas. Par contre, ça serait intéressant pour les infirmiers qui, eux, s'occupent des seniors. Là, ils peuvent voir beaucoup plus de signes vitaux que eux peuvent les interpréter de façon beaucoup plus importante et le reporter au médecin. Voilà. On prendra la dernière question Oui. et ensuite on passera. Quel va être le coût de l'application, s'il vous plaît? Pour le moment, on vise un coût vraiment assez bas, à peu près de l'ordre de 149 €, avec une application qui donne vraiment pas mal d'informations, celles que vous avez vues. Et après, ce qu'on va faire, tout simplement, on va rajouter de nouvelles fonctionnalités et on va rajouter aussi du stockage. C'est-à-dire, on aimerait bien stocker vos données dans des serveurs sécurisés. Et là, on va pouvoir vous offrir du coaching, on va pouvoir vous offrir aussi de nouvelles, des articles, des analyses supplémentaires individualisées et personnalisées. Super, Voilà. merci. Donc, ça va être la première étape, ça va être juste un... Disponible quand? J'espère le mois prochain. Au bord des rails comme passé. Merci beaucoup, Sla. Alors, du coup, on est bon pour les questions. Moi, je voulais juste dire que j'ai vraiment aimé du coup, le terme que vous avez utilisé de planification. Parce que je pense que quand on connaît quelque chose, c'est là où on est le mieux préparé. Donc, de toute façon, quand c'est quelque chose d'aussi facile comme ça, pour moi, c'est toute la beauté de l'intelligence artificielle en santé, quand c'est aussi facile d'utilisation. Et la pandémie l'a bien montré, donc merci. Alors notre deuxième intervenant, donc Nikolai James, donc qui a eu un Bachelor of Science in Business Administration, qui est directeur et cofondateur de Nodeus Solutions, qui a été créé en 2019. Donc la start-up de Jeff Nikolai a été pensée et fabriquée à Cannes-sur-Mer. Depuis 2 ans, le prototype est testé dans une résidence senior de la ville. Son invention, qui prend encore la forme d'un prototype, vise à venir en aide aux personnes âgées isolées. Et grâce à des capteurs discrets, l'appareil détecte des changements de comportement qui pourraient indiquer une mise en danger ou une perte d'autonomie. Son objet Cocoon ne comprend ni caméra, ni micro, ni bracelet. Et a été créé donc pour ne pas être intrusif. Donc merci beaucoup et je vous laisse continuer là-dessus. Merci à vous. Bonjour, merci Inès. Merci de nous accueillir parce qu'il y a toute une équipe derrière. Nous sommes 7 et nous sommes nés à Cagnes-sur-Mer, pas loin de Sophia Antipolis. Et j'habite dans un petit village, le Haut de Cagnes. Et il y a à peu près 6 ans, c'était le 1er mai, lors de la fête des Mai, ma voisine Jeannette, qui est maintenant âgée de 85 ans, je l'invite à boire un martini. Et elle me dit, James, tu sais pas ce qui m'est arrivé autour du verre, on buvait l'apéro, il y a 3 mois. Je dis non, ben voilà, je suis tombé, je me suis pris les pieds dans le tapis. Et je suis resté 18 heures, toute la nuit, jusqu'au lendemain, avant que les pompiers viennent me lever. Or, elle habite à 50 mètres de chez moi. Et je me suis dit, ça m'a fait comme une douche froide. On travaille dans l'électronique, je travaille dans l'électronique depuis 10 ans. À l'heure des applications mobiles et de l'intelligence artificielle, n'y a-t-il rien aujourd'hui de discret, facilement installable, rapidement, et qui peut rendre tout habitat intelligent, bienveillant, sans que ce soit Big Brother à la maison, sans qu'on nous demande de porter un collier ou qu'on mette une caméra dans chaque pièce. Et on s'est lancé dans le projet avec mon associé Joël Bernier, qui a tenu 7 ans une maison de retraite, un EHPAD. Il a bien vu le déracinement que vive le bénéficiaire, et au bout de quelques temps, il se laisse aller, il est plus chez soi. Et donc il a dit, plus jamais ça. Et lorsqu'on a commencé à travailler dans la microélectronique, il a toujours eu cette idée en tête. C'est de faire un système qui s'installe rapidement, en 30 minutes, avec un simple détecteur par pièce, à l'intérieur duquel on a embarqué le mouvement. Le corps humain dégage une chaleur, un rayonnement infrarouge, donc il est détecté par un capteur. Le taux d'humidité, après j'y reviens, la lumière, la température, enfin toutes sortes de données comme ça qui sont croisées.
et qui s'apparentent finalement au quotidien. Il n'y a pas de données médicales. Alors, il y a 2 ans, Slam, tu m'as pris l'attention, là tu devrais me la reprendre parce qu'elle doit être très élevée. Je parle devant les caméras, donc c'est un peu impressionnant. Mais on ne parle pas de dispositif médical. La santé, c'est aussi l'absence de maladie, mais c'est aussi l'état général de bien-être au quotidien. Et quand on sait que autour de chez soi, et en Europe, une personne sur 3, vous l'avez dit Inès tout à l'heure, vit seule à domicile, ça représente 50 millions d'individus isolés, parmi lesquels certains vont développer de l'angoisse, on l'a vu pendant le confinement. Si on ne peut pas vivre au jour le jour proche de la personne qui nous est chère, sa tata, sa mamie, comment on peut savoir si elle va bien? En fait, si elle garde une bonne habitude de vie, quand je l'appelle, elle va toujours bien, tata. Mais en fait, ça fait peut-être une semaine qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Alors que 3 fois par semaine, elle a l'habitude d'aller faire ses courses. Donc voilà. Cocoon, c'est le nom de notre système qui est à la fois de la domotique, qui est à la fois une application mobile qui, elle, est dédiée aux aidants, à la famille, aux voisins. On veut créer de la solidarité autour des personnes les plus vulnérables. Et sans intrusion, sans brèche de la vie privée ou de l'intimité. C'est vraiment en passant du temps avec les gens qu'on s'est rendu compte que ce qui était acceptable, c'était pas être enregistré en permanence par un micro, pas être filmé par une vidéo, de peur qu'il y ait une chute qui arrive. Nodeus, la start-up, a voulu adresser un des défis de notre société. Un des défis auxquels on ne veut pas faire attention. On préfère faire attention à ses déchets, au transport, à l'énergie, mais s'adresser à l'évolution démographique, à notre grand âge, c'est pas très sexy. Donc on a été sélectionné par la région pour aller au CS de Las Vegas. Merci pour votre invitation aujourd'hui ici. Mais on veut permettre à la population de prendre conscience que on a un devoir de bienveillance envers nos personnes vulnérables, aînées, et que c'est ensemble qu'on va arriver à adresser ce défi. Aujourd'hui, 2 millions de postes vacants sont à pourvoir dans les métiers de l'aide à domicile. Et merci Tania. Et on va faire face à une grosse vague qui risque de nous submerger. Donc comme on partage sa voiture aujourd'hui pour aller au concert, pour dépenser moins de gazole et pour lutter contre le réchauffement, on pourrait partager ce devoir de bienveillance. Donc l'application mobile de Cocoon permet de recevoir des informations du type changement d'habitude au quotidien. Un frigo qui s'ouvre moins souvent chez Jeannette est peut-être synonyme de perte d'appétit. J'ai plus envie de me faire à manger. Et quand on sait que il y a un rapport qui vient de sortir sur le risque des chutes, les 3 premiers points les plus importants, c'est le manque d'activité physique, l'anxiété, la dénutrition. C'est justement cela que Cocoon arrive à mettre en évidence. C'est un changement de comportement au quotidien, progressif ou alors soudain, autour des habitudes de vie de la personne liées à l'alimentation. Par exemple, ce capteur que je vous ai montré se met dans le réfrigérateur, derrière le pot de confiture. Et ça y est, ça marche. Donc les données vont renvoyer à la box qui elle est branchée sur Internet, toutes sortes d'informations. Par exemple, le taux d'humidité dans la salle de bain, tous les jours, à 8h30, sauf les dimanches, chez moi, indique que j'ai une certaine régularité au niveau de l'hygiène. Également autour du sommeil et de la mobilité. Donc l'intelligence artificielle nous aide à agréger tout ce flot d'informations. Déjà dans un premier étage, embarqué sur la box, chaque personne est différente, donc on a chacun des habitudes de vie différentes. Le système est auto-apprenant et va émettre
des moyennes de vos activités du quotidien sur 2-3 semaines. Et ensuite, lorsqu'il y a un écart détecté, c'est là que les notifications sont générées et envoyées aux proches. Donc on ne va pas attendre que la chute arrive, c'est un peu tard, mais en revanche, on va pouvoir se rendre compte bien assez tôt qu'il y a un laisser-aller au niveau de la prise de repas. Donc les gens, alors je vais vous montrer quelques slides quand même, parce que à quoi ça ressemble. Donc voilà le kit Cocoon qui est constitué d'une box et d'un capteur par pièce. Les capteurs blancs sont les capteurs qui embarquent pas mal d'intelligence. Tout ça, c'est fabriqué et breveté à Cagnes-sur-Mer. Vous êtes venu visiter les bureaux, monsieur Lordy, toi aussi, ça, et Patrice aussi, tu es même venu. J'ai des collègues ici qui nous connaissent. On voit le tableau de bord de suivi d'activité. Et nous sommes en partenariat également avec un centre de surveillance qui va embaucher des personnes handicapées et éloignées de l'emploi, qui vont aussi pouvoir être un backup lorsque je suis au travail et que je ne peux pas traiter la notification. On est en test avec le CCAS de Cagnes-sur-Mer depuis 2 ans. La métropole de Nice également nous a fait un partenariat pour équiper jusqu'à 40 appartements. Et des installations sont également placées à Grasse dans des résidences seniors. On présente aux personnes intéressées en quoi consiste le système. Évidemment, la première main qui se lève, c'est « je ne veux pas Big Brother à la maison. J'ai ma vie privée, Mais lorsqu'on explique qu'il n'y a pas d'enregistrement micro, qui vous épie tout le temps, qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de caméra et il n'y a rien à porter, finalement, c'est rassurant. La personne se sent, et ce sont les mots-clés qui reviennent, développe un sentiment de sécurité, se sent moins seul et cultive une certaine confiance. Alors, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'au long cours, l'impact sur la santé est plutôt bénéfique. Les aidants autour d'eux, eux, avec l'application mobile dans la main, se sentent investis d'une mission de faire plus attention à l'autre. C'est comme si on me donnait un relais, et que maintenant, même si j'ai plus ma mamie, aujourd'hui j'en ai 5. Parce que j'ai plusieurs bénéficiaires, et c'est moi qui suis le référent. Donc aujourd'hui j'ai 5 mamies, avant j'avais 2 mamies et 2 papis. Et donc on a bien vu que l'acceptabilité, c'est le centre de nos attentions. C'est le respect de l'homme, de son intimité. Et on a passé plus de temps finalement avec les gens. Vous voyez les réunions qu'on a organisées dans les résidences. On est devenu intime avec nos volontaires qui nous ont permis d'installer le système. Et aujourd'hui on a ce recul. Après 2 ans et demi de tests, voilà, un 2 pièces est équipé en 30 minutes, les capteurs sont posés, et ça y est, le système est plug and play, c'est-à-dire on le pose et ça tourne. Et on a passé plus de temps finalement avec les gens qu'au bureau à faire de l'électronique. Nous avons un brevet là-dessus, parce que cette idée date pas d'hier. Nous venons du monde de l'électronique, mais c'est grâce à des chercheurs de Sophia Antipolis, l'INRIA, avec lesquels nous travaillons. Il y a 15 ans, ils avaient créé une maison intelligente au CSTB, également partenaire du consortium qui avait fait évoluer des personnes dans un environnement bourré de capteurs. Mais il y en avait tellement il y en avait même sur la bouilloire. Alors nous sommes arrivés à faire un système vraiment léger, discret, qui va être évolutif évidemment. Si demain on a détecté les premiers signes de fragilité, quelque chose qui ne tourne pas par rond, c'est là qu'on va pouvoir prendre des mesures complémentaires et agir. Et faire de la télémédecine s'il le faut, pour un suivi plus sécurisé. Au niveau des populations, au niveau du département, on va avoir un certain profil de la population. Tout ça monté au niveau des régions, des pays,
ben voilà, on va avoir des données sociodémographiques qui sont évolutives et peut-être que dans le sud-ouest, ça va être le nouvel endroit où un besoin en résidence ou en personnel est à noter, ou peut-être que finalement, dans le sud de la France, il n'y a pas de manque de personnes dépendantes, et peut-être que en Bretagne, il y en a plus, je ne sais pas. Donc voilà, notre chemin s'éclaire tous les jours grâce à vous, grâce à votre invitation, et grâce au fait que... alors, c'est un mal pour un bien, mais c'est vrai que avec ce fichu Covid, et qu'on ne pouvait pas se déplacer chez nos proches, c'est là qu'on est venu nous dire, mais en fait, c'est pas mal votre système, ça permet de s'assurer que tout va bien au quotidien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va faire l'intelligence artificielle, le micro, on va le mettre là. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez parlé de 5 types de capteurs. Si j'ai bien retenu, il y en a un pour la température pour le frigo, par exemple, l'humidité pour la salle de bain, un capteur thermique aussi, c'est ça? Alors voilà, les capteurs de mouvement qui Ok. permettent de s'assurer qu'il y a toujours de la vie, du D'accord. mouvement. Il y en a un par pièce. Ce sont des capteurs thermiques infrarouges, en effet. Et les 2 autres, du coup? Alors, on a développé un film qui se colle avec un scotch double face sur les lattes du matelas. Sous le matelas. On a des concurrents américains, ils ont fait un capteur de lit pour la qualité du sommeil et ils mettent ça sur le matelas. Ils ont jamais fait la sieste en été dans le sud. Ça colle à la peau. Donc, ce qu'on a réussi à faire, c'est vraiment quelque chose qui soit vraiment discret, facile à installer. Et donc voilà, le capteur de sommeil. Ok. Donc l'hygiène, avec le taux d'humidité dans la salle de bain Ok. et le taux de CO2 également. Et enfin, la mobilité, et D'accord. les entrées-sorties de l'appartement. Et du coup, ma question par rapport à ces capteurs, c'est pour générer une alerte, est-ce qu'un seul capteur, un changement d'habitude sur un seul capteur va-t-il générer une alerte, ou est-ce qu'il faut un cumulé de plusieurs ou de tous les capteurs pour générer l'alerte? Certains, notamment celui du réfrigérateur, indiquent, rien qu'à lui seul, voilà, s'il n'y a pas de changement de comportement au niveau de la prise de repas. Donc oui, il y a un capteur qui donne déjà de l'info, le capteur de sommeil également, les entrées-sorties du lit, les heures de coucher, les heures de lever, et le nombre de sorties en moyenne dans la nuit, à lui seul également indique des comportements ou des activités. Après, c'est en corrélant plusieurs... Alors, un risque de chute, par exemple, c'est une corrélation de plusieurs capteurs. Plus de mouvement dans aucune pièce, pas de présence dans le lit, pas de sortie de l'appartement, et plus rien qui bouge depuis 2 heures. Alors, où on va mettre le curseur? Voilà, ça, professeur, on a besoin de continuer le travail avec vous. Voilà. Merci. Moi, j'avais une question concernant l'apprentissage qui est fait sur ces capteurs. Étant donné que vous enregistrez rien et qu'il y a quand même une grande variabilité qu'on peut observer dans la vie quotidienne, comment est-ce qu'est fait l'apprentissage pour que justement, s'il y a un élément qui est juste de la variabilité dans la vie quotidienne, qu'il ne soit pas détecté comme une alerte? Alors, il n'y a pas d'enregistrement vidéo ou de micro de votre voix, mais il y a un enregistrement des datas, des données, donc des signaux, c'est des on-off, un mouvement, une porte qui s'ouvre du réfrigérateur. Ça, c'est enregistré sur une année coulante, pour pouvoir faire des comparatifs entre une journée et hier, entre une journée et la semaine dernière, et l'année d'avant, et le mois d'avant. Et c'est là qu'interagit l'algorithme. Donc il y a des enregistrements de données. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci. Comment on peut être averti d'un éventuel dysfonctionnement du capteur? Est-ce que ça garde en mémoire la précédente information, ou est-ce qu'on peut être averti de quelque chose? Oui,
Donc nos équipes sont là pour ça. Il y a une bande d'ingénieurs qui sont d'ailleurs issus de l'école Polytech Sophia Antipolis. Ce sont des ingénieurs issus de l'université qui est juste en face de la maison de l'intelligence artificielle. Donc, ce sont nos administrateurs système. Et eux, dans le capteur, il y a même le niveau de batterie. C'est-à-dire quand il n'y a plus de piles, on est informé. Quand le capteur tombe, j'ai oublié de dire qu'il y avait un accéléromètre aussi. Pas pour porter sur la personne, mais parfois la personne peut vouloir arracher le système. Et donc là, nous, les administrateurs sont informés dès qu'il y a un capteur qui n'a plus de pile ou s'il est tombé, par exemple. Alors moi j'avais une question. Si on est plusieurs à la maison. Ouais, c'est ce que... Oh pardon. Ou si on a un chat. Ouais. Si on a un chat. Bon, alors on va voir. Qui dort sur le lit. Alors, et qui se promène la nuit, faisant des mouvements. Voilà, donc justement, on a eu chez René le chat qui. C'est plus Jeannette. Et non, parce qu'on a plusieurs. René, elle a un chat. Et je cite que les prénoms parce que tout est anonymisé. Il y a un respect de la vie privée. J'avoue. Bien sûr. Oui. Salut René. Et donc alors ? Et donc, elle a un chat. Donc, les détecteurs prennent que les 3/4 haut. Donc, et sur le lit, c'est au-delà de 25 kilos. Et, mais il y a un calibrage qui se fait lors de l'installation. Il y a quand même un calibrage. Ça met 40 minutes pour configurer un appartement. Alors j'avais une autre question, parce qu'en fait finalement on voit une certaine progression. On a quelque chose qui semblerait être autonome, avec une prise de décision de la part de l'usager directement. Ensuite, dans votre système, on a des aidants, la famille, les voisins, donc il ne faut pas partir en vacances. Et puis dedans, il y a aussi le système centralisé qui va récupérer de la donnée. Comment on peut se situer dans tout cela ? Parce que est-ce qu'il faut, on va dire, pousser le système le plus loin possible pour que la décision appartienne à la personne ? Est-ce qu'il faut d'emblée outiller l'aidant ? Il faut le former ? Et puis c'est un service. 1 mois, 2 mois, une année entière. Je ne pense pas que tous les voisins de Jeannette à Cannes-sur-Mer, ils vont lui faire plaisir. Comment vous voyez cette intégration dans un modèle sociétal ? Parce que c'est bien beau de dire on veut aider, etc. Vous avez raison, professeur. Il y a 2 cas de figure. Oui. Et on l'a bien vu quand on va rencontrer les gens et quand on travaille avec les équipes du CCAS, il y a énormément de personnes qui vivent seules et qui n'ont plus personne autour. Donc c'est forcément s'intégrer dans un maillage solidaire, mais structuré par l'État. Donc, se reposer sur les mairies, peut-être. Enfin, les mairies, oui, enfin, la proximité. Mais je veux dire que ce soit voulu par l'administration et coordonner tout ça autour d'un centre névralgique, on va dire. J'ai parlé d'un partenaire de télésurveillance qui peut être en bout de chaîne, car comme moi, je suis détenteur de l'appli, par exemple, je reçois les infos. Oh là là, mais je suis en voyage d'affaires, je suis à Paris et je peux pas faire face et je suis seul. Donc heureusement qu'il y a le PC de sécurité qui, lui, va pouvoir faire la levée de doute ou alors déclencher les interventions auprès du SAMU. Et on veut ce modèle solidaire, même dans le poste de contrôle. Voilà, on veut créer de l'emploi et on veut former des bienveillants. Et on veut embaucher des jeunes éloignés de l'emploi, des personnes handicapées. Il y a 10 000 pompiers et gendarmes aujourd'hui handicapés qui pourraient par exemple donner un peu de leur temps, 2 heures par jour, et assurer un monitoring d'une certaine population. On rêve d'une population française qui bienveille à la frange la plus vulnérable. Donc vous avez un modèle technique et un modèle sociétal, un modèle solidaire, un modèle économique. Vous travaillez donc tous ces éléments-là de front. C'est un tout. Oui. C'est à la base de l'entreprise, du projet. Il faut déjà que ce soit humain, il faut que ça soit utile. J'aimerais pas
que l'IA remplace notre devoir d'entraide. Je veux que ce soit au contraire, que ça puisse m'aider. Au contraire, que ça suscite plus. Moi, je suis utopiste. Je veux retrouver la solidarité qu'on a perdue dans les 30 dernières années. Avant, on faisait attention à son voisin. On voyait les volets fermés, on tapait. Il y avait quelque chose qui tournait par an. On a perdu cette humanité. Quoi qu'on y revient. Moi, je crois au progrès dans tous les sens. Grâce à l'IA, mais je crois également au progrès de notre société. Je ne crois pas tout ce qu'on voit à la télé. Bien. Merci pour ce message humaniste. Bravo. Merci. Alors, il m'appartient de vous parler de la prochaine intervention qui va se faire en binôme avec Patrice Coutard, fondateur et Chief Executive Officer de Baudio, et de Marie Zoualaga, qui est maître de conférence à la chaire Eurecom. Alors, Patrice est un scientifique du sport, passionné de e-santé. Il a été entraîneur d'équipe nationale de football, donc ça c'est pour le fun. Mais surtout, il a imaginé ce qu'ils vont nous présenter. Il a imaginé un dispositif qui, quelque part, quand on lui a demandé de nous présenter cela, on a sous-titré son intervention « L'orchestration de tous ces capteurs ». Parce que finalement, vous comprenez qu'on a une logique qui est une logique propre à chaque capteur, une logique qui est une intégration plus sociétale, et puis une logique que vous allez voir avec Baudio sur ces cabines de télémédecine. Patrice, Maria, c'est à vous. Alors, il faut mettre le micro devant. Et merci pour votre invitation. Mets bien le micro, s'il te plaît. Désolé. Excusez-moi, mais je suis bec, donc mais c'est pas donc un exercice facile pour moi. Mais merci là pour cette invitation et cette introduction. Mais pour être un peu plus précis, mais mon rôle dans le football était la préparation physique et l'idée de Baudio mais vient des data. Mais au début, j'avais pris des développeurs pour agréger les données d'entraînement, mais les données de nutrition, mais de sommeil. Et ensuite, mais on avait rajouté des objets connectés. Et des objets connectés, mais on avait fait donc un miroir de santé, mais qu'on avait présenté au Arab Health à Dubaï en 2017. Et du miroir de santé, on est passé à une première cabine. Et mais on a là maintenant deux produits finis, une cabine fermée, mais que vous verrez ensuite, un concept ouvert pour équiper des pièces vides, et on va bientôt la sortir, mais grâce au professeur Pastachini, mais un concept de mobilité. Donc, mais on arrive maintenant à une équipe d'une 12aine de personnes, et dont certains sont ici. Mais merci à vous d'être venus. Et on collabore là déjà, mais avec cela au niveau des algorithmes. Donc, mais comme Pascal l'a bien dit, mais on est plus dans un premier temps dans une innovation d'usage, et là on approfondit, mais avec le professeur Zoualaga, mais avec l'intelligence artificielle. Mais on a déjà fait mais un concept pour récolter des données, parce que l'IA mais a besoin de données là pour tourner, mais on peut mettre tout l'IA qu'on veut, si on n'a pas assez de données et des données de qualité, mais les algorithmes ne tourneront pas. Mais si vous pouvez la présenter là. Donc, mais on est donc une solution là de e-santé à 360 degrés. On a mais un parcours utilisateur
mais vous verrez donc ensuite un petit peu plus dans les détails. On a une prise de température à l'extérieur, mais avec une reconnaissance faciale, un écran là pour s'enregistrer ou pour confirmer donc un rendez-vous. On prend, mais pour l'instant, là, 26 mesures en 6 minutes, et on sera bientôt donc à 35. Mais si vous n'avez rien, mais on vous accompagne en prévention, donc avec activité, nutrition, sommeil, mais on va rajouter la psychologie, mais on essaie de motiver les gens, ou on va motiver les gens, mais avec des partages avec la communauté et également mais des récompenses. Et si vous avez quelque chose, ou si vous avez pris donc un rendez-vous, non seulement donc avec un spécialiste, mais un généraliste, mais également quelques spécialistes, mais on a d'autres capteurs pour mais rentrer donc en téléconsultation et aller là jusqu'à la e-ordonnance. Donc ici, vous voyez la cabine, donc, mais avec à l'extérieur le capteur de température, la reconnaissance faciale. Mais ici, vous avez le modèle ouvert, mais il faut l'imaginer dans une pièce vide, mais avec à l'extérieur un capteur de temps, mais tout ce que vous avez vu à l'extérieur de la cabine, mais il faut l'imaginer donc à l'extérieur de la pièce, et on rentre dans la pièce, et on a ce siège mais assez confortable, et mais avec un écran. On prend mes 26 mesures en 6 minutes, et certaines mais de ces mesures mais sont grâce aux algorithmes de cela, mais on a des mesures assez communes, comme le poids ou la tension artérielle, et on va assez loin en rigidité et élasticité artérielle. On a également la densité osseuse. Donc voilà, mais on a l'hydratation intracellulaire, extracellulaire, mais on aura très bientôt mais des alertes, mais en Parkinson, Alzheimer ou stress, mais avec des points mais sur le visage grâce à une caméra infrarouge. Et ici, là, vous avez mais l'application mais pour le suivi ou l'accompagnement des patients en prévention. Mais on est parti là d'un concept en hypertension, par exemple, mais cela, donc on a parlé tout à l'heure, mais environ un tiers mais de la population là, souffre d'hypertension, et la moitié ne le savent pas. Et nous, là, notre challenge est d'essayer de détecter mais en amont là, certaines maladies chroniques. Mais j'ai parlé là tout à l'heure de densité osseuse, mais on aurait donc une prédétection mais de l'ostéoporose, et tout mettre en place pour mais retarder un maximum mais l'apparition mais de la maladie chronique. Mais tout à l'heure, la Maria, là, vous en parlez, on est en train là, de rajouter d'autres données qui, on pense, mais agissent sur l'apparition des maladies chroniques. Mais par exemple, les antécédents familiaux, mais, ou le milieu socio-culturel, parce qu'en fonction du milieu socio-culturel, mais on ne mange pas la même chose, mais on n'a pas là, forcément les moyens de manger la même chose. On a également, mais James en a parlé, mais la qualité de l'air ou la qualité du sol là, qui peuvent également influer mais au niveau de l'apparition de ces maladies chroniques. Donc voilà, on essaye là, de tout mettre en place
pour accompagner les gens et retarder un maximum l'apparition de ces maladies. Et on a là d'autres capteurs, mais spécifiques à la téléconsultation, et qui s'adressent non seulement à des généralistes, mais également à quelques spécialistes. On a un otoscope au niveau là, des oreilles, on a un spiromètre, on est en train de rajouter un test auditif, un test visuel, on a un ECG, mais au niveau des cardiologues, enfin voilà, on a... et en mars dernier, mais on a décidé là, de tout redévelopper, mais de zéro, là, parce qu'on avait des outils un petit peu désuets, mais on avait du .NET ou du Xamarin, donc, mais on a tout mis en open source pour pouvoir, mais intégrer tout nouveau sensor assez rapidement, et de deux, mais pouvoir recevoir ou envoyer mais des données, mais avec n'importe qui. Enfin, mais bien sûr, des données anonymisées, mais et sécurisées. Mais en France, on est très sensible à toutes ces datas. Pardon, ça m'est... mais maintenant que je vais laisser la parole au professeur Kazoulega, mais qui va rentrer mais un peu plus en détail au niveau de l'IA. Merci Patrice. Merci. Donc, pour répondre en avance à la question, il est où l'IA? Donc, tout d'abord, le projet phare de Body en ce moment, c'est focalisé sur les maladies cardiovasculaires. Je pense que les premiers intervenants ont fait un très bon travail pour motiver, donc je vais sauter ces parts. Donc, c'est un problème sociétal assez important, donc on s'est focalisé là pour voir comment l'IA peut contribuer. Donc, je pense qu'on peut parler des contributions à très court terme, à moyen terme et à très long terme. Donc, au court terme, nous, comme humains, on est capable de trouver des corrélations ou des patrons sur certains nombre de mesures. Donc, on peut trouver des corrélations entre 2, 3, 20, mais pas 100. Donc, quand on parle de tous ces capteurs qui vont mesurer mon poids, et si je respire bien, si ma tension artérielle va bien, ça donne une quantité qu'on n'est pas capable, même pas les plus forts, n'est pas capable de faire le processing de tout ça. Et même tous nos développements, donc je suis d'accord aussi avec la première intervention dans le sens, on a des algorithmes, même pas d'IA, on aime bien de fois appeler des choses IA qui ne sont pas IA, mais on est très fort sur le traitement des signaux, et sur l'analyse d'images, etc. Mais on se focalise sur une mesure. Donc on pourrait utiliser l'algorithme pour analyse des séries temporelles, pour analyse d'images, mais on n'est pas capable de mettre tout ensemble. Donc la première tâche de l'IA, c'est comment on peut mettre tout dans une grande boîte et trouver des patrons, des comportements que nous, on n'est pas capable de voir, même si on a l'algorithme le plus fort, et pour l'image, pour les séries temporelles, etc., on n'est pas capable d'exercer ce type d'information. Donc ça, c'est la première partie où l'IA va nous aider. Deuxièmement, c'est une tendance assez très récente grâce à le grand succès de l'IA, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA. Donc, c'est une chose que même l'OMS et l'Union européenne viennent de sortir de recommandations sur comment nous rassurer que si j'ai une alerte, je dois faire confiance. Donc, si je dois vraiment paniquer, on ne sait rien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on commence à développer des liens pour surveiller que l'IA marche bien. Donc, c'est la deuxième chose qu'on essaye de mettre en place, de s'assurer que ces méthodes qu'on va développer sont robustes. Donc, si je vais à la télécabine, et ça peut être des problèmes parce qu'un capteur ne marche pas. Donc, ça que cette IA surveillant va faire, c'est dire non, attention, il ne faut pas faire attention, ou si vous n'êtes pas sûr, appelez les médecins. Mais ça que je vous dis aujourd'hui, il faut se méfier un peu. Donc, ça, c'est au deuxième temps. Et à plus long terme, ça qu'on veut faire, c'est comment on mélange, comment on intègre tout ça qui est
nouveau, donc tous ces dispositifs chez moi, avec tout mon historique clinique, parce que maintenant on parle du monde dehors et le monde à l'hôpital. Il n'y a pas vraiment une connexion entre les deux. Et ça tout mon historique clinique va donner des informations assez importantes à tout ça qui se passe à la maison. Donc, déjà en 2020, il y a un chercheuse à Stanford qui est très connu dans le monde de l'IA, donc elle s'appelle Fei Fei Li, avait fait un article qui s'appelle Comment apporter la lumière aux espaces cachés du monde de santé. Et donc ça qui veut dire, c'est comment on amène donc cette information qu'on a à la maison, que c'est très enrichissant parce qu'on va au médecin tous les 6 mois ou à chaque fois qu'on est malade. Donc comment on complémente tous ces deux mondes pour avoir une information sur nous plus complète. Donc ça c'est les projets à très long terme, et c'est les projets de notre doctorat en chiffres. On attend qu'à la fin, donc on aura réussi avec ces 3 étapes pour mélanger vraiment l'IA dans les cabines de Bodio. Et je vous donne la parole. Mais 2 petites choses aussi, mais on n'est pas là du tout pour remplacer les médecins, mais au contraire, on sait qu'ils sont là surchargés. Il y a un petit peu une pénurie de docteurs ou d'infirmières, mais on est là pour les aider, mais surtout pour les aider, mais à passer mais 100% de leur temps, mais entièrement mais sur le patient, mais ne pas être détourné du patient, mais par des choses mais un petit peu fastidieuses. Mais avec la mobilité également, mais on trouve mais que la e-santé, c'est bien gentil, mais il manque parfois mais un aspect humain et un contact, et notamment mais au niveau des déserts médicaux, on va faire en sorte donc que tous les tests ou toutes les consultations ou téléconsultations en désert médical soient accompagnés mais soit par une aide-soignante ou soit par une infirmière, mais de une là, pour apporter un petit peu mais ce qu'apportait avant le facteur ou le laitier là qui passait, mais également pour à la fin des tests ou à la fin de la téléconsultation, mais débriefer, parce qu'un écran de téléphone c'est froid, et les personnes, mais on n'est pas tous égaux vis-à-vis du savoir, mais il est important pour nous mais également de débriefer, et on n'a pas choisi les designs comme ça là parce que c'était beau, et voilà, mais on pense également que le premier mais objectif dans la santé est de mettre en confiance les gens et de les rassurer. Et on a fait des formes rondes, on a mis des couleurs un peu bleues, mais on a fléché mais avec les couleurs le parcours utilisateur, et notamment là dans le Health Lunge, mais on veut vraiment que le patient mais soit au centre, parce que des fois mais quand on va voir le docteur, mais il a donc un grand bureau, et nous donc on se sent petit et on veut mettre en confiance mais vraiment le patient. Donc c'est mais tout un écosystème, mais mais comme Pascal mais il l'a dit mais au début, mais on se veut
mais une sorte d'intégrateur également de solutions, parce que si on suit quoi, les nouvelles technologies, mais il sort un nouveau capteur toutes les semaines, et on n'a pas forcément les moyens là, de suivre toujours quoi, les nouvelles technologies. Et on pense également que mais avoir une montre, mais avoir une balance, tout ça, mais on a besoin quoi, tous les 2-3 mois, mais de faire un checkpoint avec les mêmes appareils et les mêmes choses, d'où et d'où quoi vous dire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va prendre des questions. Je suis sûr qu'elles sont nombreuses. Allez, je me disais bien, l'apprentissage est vite fait. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour les précisions sur l'intelligence artificielle. Même si James l'a dit tout à l'heure, c'est pas forcément tout ce qu'il faut regarder, mais je me posais une question. Est-ce que tous les capteurs que vous intégrez dans la cabine sont-ils des dispositifs médicaux? Est-ce que la cabine elle-même est considérée comme un dispositif médical? Alors, hélas, oui. Bravo. Enfin, hélas, parce Bravo. que ça prend du temps. Enfin, mais toutes les solutions qu'on intègre, mais sont quoi, des dispositifs médicaux, et c'est important pour nous. Mais le seul frein quoi, qu'on a au niveau quoi, du marché européen, mais ce sont quoi, les certifications. Mais on se met donc aux normes 13485. On est en train quoi, de finaliser un marquage CE, mais classe 2 médical. Mais on a déjà passé les tests électriques, les tests mécaniques. On est en train quoi, de finaliser quoi, les tests électromagnétiques. Mais on a le SMQ et les études cliniques là, qui sont terminées. Mais je ne sais pas quoi, si vous savez, mais on a changé la loi au mois de mai. Mais on est tous, on est tous obligés de passer, mais ils donnent la priorité mais aux dispositifs quoi, déjà existants. Et en plus de changer la loi, mais ils ont réduit par 2 là, le nombre d'organismes notifiés, mais qui nous certifient. Donc, mais je peux quoi, vous assurer que c'est un chemin de croix, et on y est depuis maintenant 1 an et demi. On voit, mais on est quoi dans la dernière ligne droite, et on espère mais pouvoir finaliser tout ça, mais pour la fin d'année. Mais vous aurez la chance de voir la cabine mais au mois d'avril à Cannes, mais vous serez quoi, les bienvenus. Donc vous pourrez faire votre checkpoint gratuitement à Cannes, ça va faire venir. Exactement. Oui, une question. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir à qui s'adresse le produit, et je pensais particulièrement au milieu rural et à la désertification médicale. Est-ce que votre produit s'adresse à ces milieux-là? Oui, bien sûr. Enfin, mais on a quoi, des priorités, mais en fonction quoi, des zones géographiques. Mais bien là qu'on n'ait pas mais encore quoi, le marquage CE, mais on a déjà ouvert l'Arabie Saoudite, les Émirats, mais le Canada, et on a fait donc une stratégie en fonction quoi, des certifications. Et on sait là que sans rien, on peut ouvrir États-Unis, Canada, Japon et Moyen-Orient, mais avec seulement l'ISO, on peut ouvrir mais d'autres pays, et avec le marquage CE, on ouvre bien sûr l'Europe, plus également quoi, d'autres pays. Mais vous savez très bien que mais à travers le monde, mais on a quoi, toutes sortes de systèmes mais médical. Mais on est soit quoi, du tout étatique au niveau quoi, des pays du Nord, ou soit du tout privé mais au niveau quoi, du Moyen-Orient ou des États-Unis. Mais en France, on est donc à peu près donc à 80-20, et en fonction des pays, mais on a quoi, mais des priorités quoi, différentes. Et en France, mais où 6%
mais de la population. La vie dans un désert médical, c'est effectivement une de nos priorités. On est en train de discuter mais selon quoi l'avis de professeurs, une cabine comme la nôtre là, pourrait mais aider les anesthésistes, mais où on prendrait des mesures, mais également on aurait des formulaires. On a également les EHPAD en cible. On a aux États-Unis là par exemple mais le bien-être en entreprise qui est une priorité aux États-Unis. Voilà, on a des cibles différentes, mais en fonction des zones géographiques. Excusez-moi, des fois ça bug. Merci beaucoup. Une dernière question, Patrice. C'est Fabien Larère. Bonsoir, Oui, Fabien. oui, bonsoir. Fabien Larère, je suis clinicien, chirurgien vasculaire à l'hôpital d'Antibes. Bravo pour cette présentation. Moi, je voudrais juste rajouter, je vois 3 intérêts pour un clinicien, là, comme ça, à chaud. Comme vous l'avez dit, effectivement, pour les anesthésistes et les consultations d'anesthésie. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de patients, et chaque patient qui voit un anesthésiste, on doit prendre les constantes vitales, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les ECG, j'ai vu. Et donc ça peut aider beaucoup pour faciliter les infirmières qui aident les médecins anesthésistes pour la rapidité des bilans, puisque, comme vous l'avez dit, c'est 26 mesures qui sont faites en 6 minutes. Donc on voit très bien l'intérêt pour les consultations d'anesthésie. La deuxième, qui est un peu plus, à mon sens, un peu plus compliquée, mais qui peut se faire, c'est pour les infirmières d'accueil des urgences, pour des malades qui ne sont pas en brancard. Effectivement, on peut installer ces espèces de kiosques et qui peuvent donner les constantes vitales qui sont prises initialement par les infirmières d'accueil. Donc ça, c'est la deuxième vraiment partie clinique que je vois d'intérêt. La troisième, comme on l'a soulevé juste à l'instant, c'est sur les déserts médicaux. Notamment, moi je verrais bien ça dans tout ce qui est téléconsultation. Il faut savoir que tout ce qui est donc le groupement hospitalier, donc l'hôpital d'Antibes, il a des antennes dans l'arrière-pays, et donc actuellement on envoie des médecins pour faire de la téléconsultation, avec notamment des infirmiers qui voient des malades et qui voient les médecins via les écrans. Et donc ce genre d'appareil, bien, ça a aussi tout un intérêt pour ces villages qui sont un petit peu plus loin. Donc moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de super. C'est une initiative que moi je vais essayer de mettre en place sur l'hôpital d'Antibes. Je trouve ça très intéressant. Et donc on aura l'occasion d'en discuter peut-être après, mais en tout cas j'en ai discuté avec des anesthésistes, notamment les chefs de service. Donc ils sont tous très intéressés, ainsi que le directeur général. Voilà. Merci pour le soutien. Bien. Merci Fabien. Merci. Réflexion, le micro, si vous voyez, de société, etc. Quand on va à la médecine du travail, on est dans une salle d'attente et il y a des tas de gens qui font les mêmes tests les uns derrière les autres. Et je me disais qu'il y a peut-être des optimisations de coûts là énormes avec votre produit. Bien sûr. Parce que tout le monde est obligé de le faire. Et il y a du monde à chaque fois quand on y va, c'est plein. Donc, et c'est toujours les mêmes tests. Donc voilà, juste une réflexion. Ouais, non, mais c'est... Ouais. Il y a un autre élément qui est celui du dépistage, c'est nos jeunes étudiants. Et donc on réfléchit avec le professeur Darmon du SUMS sur l'utilisation de tout cela. J'oserais dire que mon prof de neurologie, de neurochir, Grelier à l'époque, nous disait qu'on commençait à perdre des neurones dès qu'on est, et donc on commence à devenir malade à ce moment-là. Donc en fait, j'oserais dire que ces éléments-là sont extrêmement importants. En plus, il y a un conseil en termes de vaccination, de santé publique qui peut être fait avec tout cela, le dépistage des diabètes, le dépistage de l'hypertension, ça existe chez les jeunes aussi. Donc, je crois que c'est extrêmement important. Et l'idée ce soir était bien de vous montrer un petit peu comment on passait d'un capteur unique avec derrière des intégrations en 2 mots, et non pas en un seul. Et si vous le voulez bien, on va terminer
ce tour de table avec Madame Isabelle Kabzak, qui est directrice adjointe au directeur de l'autonomie et du handicap au département des Alpes-Maritimes. Pendant 15 ans, elle a vécu différents postes administratifs et financiers, mais surtout, et ça c'est important, dans le suivi des établissements pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap. Et elle va conclure cette soirée sur effectivement ce que l'on peut imaginer comme stratégie au niveau territorial concernant l'usage du numérique. Madame Kabzak, c'est à vous. Bonsoir. Je vais d'abord en appeler à votre indulgence parce que je ne suis pas aguerrie à l'exercice, mais et surtout je n'aurai pas le même discours que les autres conférenciers puisque je ne suis pas ni médecin ni technicienne, mais effectivement le département est très volontaire dans la démarche Smart Deal et dans le cadre de son schéma départemental de l'autonomie, il a défini un certain nombre d'actions qui s'apparentent à du numérique, qui utilisent l'intelligence artificielle, le numérique, au service des personnes âgées et des personnes handicapées. Je ne sais pas si... Donc c'est un enjeu effectivement national, cette prise en charge de la perte d'autonomie. Je veux dire, ça fait partie effectivement, on entend parler de la fameuse loi grand âge depuis de nombreuses années. Donc c'est un enjeu national. Le numérique sert obligatoirement cette dimension-là. Au niveau départemental, c'est un enjeu également très important. C'est le premier poste de dépense au niveau du budget départemental avec près de 300 millions d'euros. Donc c'est particulièrement important et dans le cadre de ce schéma départemental de l'autonomie, je tiens à souligner qu'il a été défini dans une démarche inédite de collaboration et de concertation puisqu'il a fait l'objet d'une consultation à la fois des intéressés eux-mêmes mais de leurs aidants, des institutions qui les accompagnent. C'est plus de 1000 personnes qui ont participé à la définition de ce schéma au travers à la fois d'un diagnostic territorial complété par des enquêtes pour définir vraiment les besoins des personnes et également des groupes de travail spécifiques qui ont permis de définir des grands axes d'action. Vous avez les 5 axes que je décrirai les actions numériques, donc je vais vous faire grâce de l'énumération de ces 5 axes dans l'immédiat, mais également des groupes de travail qui se sont réunis pour des actions opérationnelles dans le but, pendant les 5 prochaines années, c'est vraiment ce schéma de l'autonomie qui a été voté le 17 décembre et qui pilotera la politique de l'autonomie du département pendant les 5 prochaines années. Donc si on prend le premier axe, le maître mot, c'est l'information, de manière à permettre l'accès aux droits. Il y a encore aujourd'hui, malheureusement, des personnes âgées, vous le disiez, seules, sans aidants, qui par défaut d'information ne sont pas accompagnées à la hauteur de leurs besoins. Et des familles qui ne savent pas, effectivement. C'est un domaine particulièrement compliqué. J'ai coutume de dire que le Code d'action sociale et des familles, je vais peut-être pas mettre devant le Code des impôts, qui est lui-même très compliqué, mais c'est un des plus complexes, alors qu'il s'adresse à des publics fragiles. Et on a effectivement ce défaut d'information, de technocratie, et le schéma a voulu s'en saisir pour moderniser effectivement cet accès à l'information, au travers notamment d'un site internet unique qu'on souhaiterait donc piloter par le département et la MDPH. J'insiste, le schéma en fait de l'autonomie s'adresse aux deux publics, les handicapés et les personnes âgées. Antérieurement, ça n'était pas le cas. Mais un site unique internet qui serait piloté par le département et la MDPH, mais qui permettrait à d'autres acteurs qui font également pour les seniors, au niveau par exemple de la CARSAT, des caisses de retraite, de l'aide au logement, au niveau de l'ANA, qui permettrait effectivement d'avoir des liens et sur une base unique d'accéder aux différents volets d'aide et d'accompagnement auprès des personnes âgées. Auprès des professionnels également, parce que bien souvent, la coordination entre les différents acteurs autour de la personne âgée ne sont pas simples. Il y en a de multiples, entre le médecin, l'aide à domicile, la famille, l'ensemble, qui doit avoir un partage véritablement d'informations autour de la personne, qu'elle soit handicapée ou âgée. Le département a également alors je ne sais jamais si c'est logiciel ou autre, mais Mes Démarches 06 qui permet effectivement aux usagers d'accéder à l'ensemble de leurs dossiers, de permettre des suivis en ligne de leurs demandes de prestations, que ce soit de l'APA ou de la PCH ou autre.
De la même façon, dans le même sens, dans l'axe 2, il s'agit de prévenir les situations à risque. Nous en parlions en aparté tout à l'heure. La France, effectivement, est très bien dans l'espérance de vie, mais malheureusement est moins bonne dans l'espérance de vie en bonne santé et en pleine autonomie. Donc on a véritablement une prévention de cette perte d'autonomie à mener et des repérages de risques. Dans les actions numériques, on développe effectivement, une fois de plus, des plateformes entre professionnels, de l'innovation dans le cadre de la conférence des financeurs, qui est une conférence pluridisciplinaire qui met en place tout un tas d'actions de prévention contre la perte d'autonomie au bénéfice des personnes âgées sur l'ensemble du territoire, avec différentes actions d'activité physique, également de lutte contre la fracture numérique. Donc, et au travers des actions, on pourra faire un recensement de l'ensemble de ces offres de prévention et pareil, avoir une plateforme unique pour permettre aux personnes âgées d'accéder à ces différentes actions. Je ne parle pas tout de suite de mon voisin 06 à Ducœur parce que j'y viendrai ensuite. Le maintien à domicile, nous en avons parlé, c'est vraiment le mot-clé de ce schéma dans le sens où les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles n'ont qu'une envie, c'est de garder leurs parents et de rester à leur domicile le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. C'est vraiment la préférence domiciliaire qui est effectivement le maître mot de l'accompagnement de ces personnes fragiles, d'où effectivement la volonté de développer des nouvelles technologies à domicile. Vous avez parlé effectivement de la téléassistance, de différents capteurs, de soutien. Et on souhaite effectivement développer ces technologies. Alors, j'ai un petit point de vigilance là-dessus, puisque, comme je l'ai dit, nous intervenons dans un cadre réglementaire qui s'impose à nous, qui est contraint. Et il faut savoir que dans le cadre de l'APA à domicile, par exemple, les montants d'aide sont plafonnés selon les ressources de la personne âgée, selon sa dépendance. Donc plus on met de choses dans le plan d'aide, au niveau par exemple de la technologie, et par exemple, on devra avoir moins d'heures d'intervention en aide humaine. D'où effectivement toujours ce bon équilibre à trouver entre le numérique et l'aide humaine, donc à voir selon effectivement les besoins de la personne. Malheureusement, quand le maintien à domicile n'est plus possible, il faut envisager l'institutionnalisation. Alors je sais que c'est pas effectivement tellement à la mode en ce moment, mais il le faut et le département agit véritablement pour améliorer les conditions d'accueil des résidents dans les structures en faisant, donc il a voté récemment un imposant plan d'investissement dans les EHPAD que l'on travaille avec le professeur Stachini dans le cadre justement d'une démarche Smart Deal vers un EHPAD 4.0. Donc un ensemble de possibilités de soutien. James l'a dit tout à l'heure, il y a énormément, et j'y viendrai dans l'axe 5, de gros problèmes de recrutement dans les structures. La crise Covid a aggravé encore cette dimension-là. Les outils numériques peuvent effectivement servir en soutien pour les alertes, pour aider à l'accompagnement au plus près des personnes âgées. Un focus particulier sur l'hébergement et l'institutionnalisation. Il faut savoir qu'il y a aussi des habitats intermédiaires, des habitats innovants. Vous avez évoqué les résidences seniors, mais il y a aussi des résidences autonomie sur lesquelles le département est particulièrement actif. Il y a aussi la nouvelle dimension dont on parle beaucoup, qui est l'habitat inclusif. Donc ce sont des habitats adaptés, mais qui sont inclusif dans la vie sociétale, dans le quartier, avec de l'animation, avec une vie citoyenne, puisque nos personnes âgées doivent le rester, on doit respecter leur citoyenneté et leur permettre de la mettre en musique. Et dans le cadre de cet habitat inclusif, le département souhaite favoriser les appartements connectés. L'acte 5, je l'évoquais tout à l'heure, les métiers de l'autonomie. Grosse difficulté dans nos établissements actuellement pour pouvoir recruter des personnels qualifiés
Donc le département a créé à la fin de l'année dernière un centre départemental des métiers de l'autonomie dont l'objectif est de fédérer, de coordonner l'ensemble des actions qui sont menées dans ces domaines-là pour valoriser ces métiers, susciter des vocations, favoriser la professionnalisation avec des formations spécifiques. Et le numérique intervient notamment dans... nous allons créer une plateforme numérique RH de manière à permettre aux structures de faciliter l'accès avec d'éventuels candidats, d'éventuellement mutualiser leur personnel entre établissements. Et de même, un passeport numérique sera créé pour permettre aux salariés, dans un endroit totalement centralisé, de pouvoir valoriser tout leur parcours, que ce soit un diplôme, une formation, une expérience, une compétence particulière, une expérimentation, de manière à pouvoir valoriser et permettre l'emploi. Après l'ensemble de ces axes, je voulais vous présenter quand même 2 plateformes qu'on a développées dans le cadre de la crise sanitaire, au plus fort de la crise sanitaire, dans le cadre justement de l'isolement des personnes âgées. C'est Mon Voisin 06 a du cœur. C'est une plateforme bénévole qui permet de mettre en relation des personnes qui ont des besoins spécifiques, simplement de l'accompagnement ou d'aller faire des courses et qui sont seules, effectivement, et de les mettre en relation avec des bénévoles. Ces bénévoles, ils ont la spécificité, je dirais, d'être certifiés par le département. C'est-à-dire qu'ils passent... je ne vais pas dire un grand oral, mais ils passent devant un jury qui valide leur candidature. Puis ils ont un parcours de formation qui leur permet d'appréhender à la fois les contraintes et les limites de leur intervention. Une formation également au premier secours. Et ils s'engagent dans le cadre d'une charte de bénévoles. Aujourd'hui, nous avons 148 bénévoles qui accompagnent quand même 525 bénéficiaires qui sont heureux effectivement de pouvoir avoir leur petite visite le week-end. C'est pas seulement des retraités qui sont bénévoles, il y a aussi des actifs, il y a des collègues qui se sont investis. Et la plateforme Happy Visio, ce sont des conférences, des ateliers de cuisine, de nutrition, des conseils santé, des conseils mouvement. Et le département permet à près de 3000 personnes, je crois, c'est ça, oui, 3200 personnes, d'accéder gratuitement à cette plateforme pour maintenir, je dirais, il y a des consultations mémoire, enfin des consultations, des conférences sur les consultations mémoire. Il y a voilà, des actions qui montrent bien l'intérêt du numérique sur tout ça. Pour finir, je voudrais insister, mais ça a été dit, ils sont techniciens, mais ça a largement été dit, sur la dimension humaine qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. Le numérique est bien sûr fait partie de notre société et nous aidera dans l'accompagnement de nos publics fragiles, c'est une évidence. Mais le département ne perd pas de vue son chef de file, il est chef de file de l'action sociale et il souhaite effectivement être au plus près des personnes âgées et des personnes fragiles. Dans ce sens, il s'est engagé dans la création d'une maison départementale de l'autonomie et avec un maillage territorial de guichets de proximité. Le numérique, il faut l'accompagner. Et dans ces guichets de proximité, ça permettra effectivement d'accompagner dans les démarches administratives, dans l'accès au numérique et surtout d'avoir une réponse également de proximité humaine en la gardant puisqu'elle me semble tout à fait importante. Je vous remercie. Merci bien. Merci beaucoup et avant de passer la parole au public pour des questions et à la conclusion par Marco Landi, je voulais juste vous dire que Nice vient d'être agréé, en fait primé, sur un projet qu'on a déposé avec Rouen sur la formation à la santé numérique de toutes les professions de santé, du social et du médico-social. Sur 5 ans, dans le cadre des métiers de
des compétences d'avenir, des compétences et des métiers d'avenir. Donc on a eu le résultat la semaine dernière, on est en train de négocier les financements. Mais ça c'est un point important. Vous parliez effectivement donc du portfolio qui est un outil essentiel. Et donc on va essayer aussi de travailler sur cela. Et pour répondre à la question de Patrice Coutard tout à l'heure, effectivement on va essayer de monter en fait une nouvelle dimension aux infirmières de pratique avancée. Vous savez que les infirmières peuvent continuer entre guillemets dans des niveaux de type master pour différentes pathologies, et on maintient, et je ne suis pas le seul en France puisque Strasbourg, avec mon collègue Jean Sibilla, l'ancien doyen, y pense aussi, c'est de fabriquer des IPA de télémédecine, de façon en fait à avoir et à faire converger à la fois la compétence clinique, mais également sociale, sociétale. Donc voilà, quelque part pour vous dire aussi que tout ce que vous faites comme effort, on essaye nous, à notre humble niveau de formateur, de voir comment on peut les accompagner. Est-ce qu'il y a quelques questions? Ah, micro. Il me semblait étrange. Eh oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Merci beaucoup. J'avais une question, parce que je suis assez touchée justement de Mon voisin 06 à du cœur. Je trouve que c'est une belle initiative. Et je trouve que le fait d'avoir une formation et de passer devant un jury, ça témoigne du sérieux des bénévoles, mais afin de motiver les bénévoles et de ne pas faire peur justement à ceux qui souhaiteraient être bénévoles, est-ce que du coup c'est compliqué de passer devant un jury? Ça représente quoi comme heure de formation concrètement? Voilà, qu'est-ce que ça représente pour un futur bénévole qui voudrait s'investir dans cette initiative? Je vous cache pas que ça n'est pas je n'ai pas le détail, je ne vais pas vous dire le temps ni du jury, ni de la formation elle-même, mais ça reste quelque chose de très léger, mais sérieux. C'est-à-dire que le jury essaye de voir si la personne va pouvoir être auprès de personnes âgées. Il y a des gens qui sont volontaires, mais qui vont être fragiles psychologiquement eux-mêmes parce qu'ils viennent d'accompagner un parent et puis ils se disent je vais accompagner quelqu'un, mais qui sont tellement fragiles eux-mêmes par rapport à. Donc voilà, c'est une appréciation plus, si vous voulez, de la capacité à agir que d'une formation technique. Je veux dire, il s'agit d'interventions bénévoles pour accompagner la personne à aller faire ses courses, etc. Je veux dire, donc il n'y a pas une formation d'énormément d'heures, mais c'est plus effectivement pour bien cadrer le bénévolat, parce que quelquefois c'est pas évident. De bien trouver le bon cadre d'intervention, de ne pas déborder sur la vie personnelle de la personne elle-même, c'est de trouver la bonne mesure dans le cadre de ce bénévolat. C'est plus des formations dans ce cadre-là. On ne fait pas de nos bénévoles des aides-soignants, qu'on soit bien d'accord. C'est pas ça. Merci. C'est pas ça. Est-ce que je peux poser une deuxième question? Mais vas-y. Merci. Et sur l'autonomie, est-ce que vous vous intéressez aussi à tout ce qui est activité physique adaptée? Tout à fait. Tout à fait. Il y a des programmes d'activité physique adaptée dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, où il y a des programmes qui sont faits avec effectivement une répartition territoriale. C'est pour ça que j'ai parlé de la plateforme qui va réunir un peu toutes les actions de manière à ce que les calendriers puissent être bien diffusés, parce que je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et puis l'information ne passe pas forcément. Donc le but est là, est de faire passer. Et il y a des interventions, des ateliers d'activité physique adaptée sur le Haut-Pays, sur le site urbain et le littoral. On répartit vraiment les interventions. Mais oui. Très bien, un grand merci. Seulement deux mots pour finir. On a un peu dépassé notre temps, mais les questions elles étaient très intéressantes, qui l'ont maintenu encore plus vive et plus intéressant la conférence. Bon, avant tout, un grand merci à Pascal Staccini et à Inès Doriac pour avoir bien organisé à nos intervenants, qu'on remercie beaucoup. Et je suis très contente d'avoir aussi la présence du département qui vous a fait comprendre combien de choses le département est engagé, particulièrement sur tout ce qui regarde la santé pour les personnes âgées.
Et Madame a bien mentionné que Pascal Staccini est responsable d'un groupe de travail pour étudier les pâtes, on le dit 4.0, mais sera les pâtes qu'on pense au futur. Et tout ce que vous avez dit, c'est très intéressant, on le prendra certainement en considération. Je vous dis seulement que la prochaine conférence sera le 7 avril et il parlera de santé globale. Cette soirée, c'était sur la santé à domicile. Et je vous invite maintenant à un petit rafraîchissement qui sera dehors de cette salle. Merci beaucoup à vous tous. Merci.